Bonsoir. Il est considéré comme un des virtuoses de son instrument et s'est armé de cet instrument encombrant par moments, mais dont le son est hautement agréable, qu'il parcourt le monde depuis quelques années. Éric Maria Couturier est notre invité. Comment allez-vous ? Très bien, merci. C'est vrai que par moments il est encombrant, surtout pour voyager. En effet. Savoir qu'on l'emmène en soute, c'est un peu déstabilisant. Jamais. Ça va pas là-bas. En tout cas, il est installé tout près de vous. Bienvenue à Afro Night. Le violoncelle, c'est son instrument de prédilection. On va commencer par une rencontre, celle avec votre trio, le trio Talvek. C'est assez doux, c'est tendre. C'est ce genre que vous préférez ? Entre autres, oui. Entre autres. C'est celui que je partage en tout cas avec Le passion, trio. avec avec mes le collègues trio. Sébastien et Romain. On va parler des différents genres que vous pratiquez tout à l'heure. Mais c'est pour la musique que vous êtes parti avec vos parents, du Vietnam pour la France, Ah, c'est pas du tout ça. Je suis parti à cause de la guerre. de la guerre. Oui, j'étais dans un orphelinat à Da Nang. Et j'ai aussi une sœur adoptive qui vient de Quy Nhon. Et nous sommes venus en France à des moments différents. C'était dans les années 70, 72, 75, jusqu'à la fin de la guerre. La guerre du Vietnam, Oui. malheureusement. Qu'est-ce qui vous a orienté vers le Conservatoire supérieur de Paris, où vous avez atterri dans la classe de Roland Pidou ? Eh bien, Roland Pidou avait été invité par mon premier professeur, Henri Martinerie, au Conservatoire de Nantes, où il était au jury. Et c'est comme ça que nous avons été en contact avec lui et que nous lui avons demandé conseil, si je pouvais me présenter. Et par la suite, je suis rentré dans sa classe. Dis donc, bravo. Il a accepté tout de suite. Il a accepté, il nous a encouragés. Et comment vous êtes arrivé à le convaincre ? En jouant ? Ah oui, je lui ai montré le programme du concours. Et c'est toujours très difficile de rentrer dans un conservatoire supérieur. Il y en a deux, un à Paris et un à Lyon. Et en Lyon. Vous avez fait les deux ? Non, j'ai... Celui de Paris. Celui de Paris, oui. Mais de tous les instruments, pourquoi vous avez opté pour le violoncelle ? Peut-être que c'était destiné à être un instrument que j'enveloppe, qui m'enveloppe. Je vous dis pas que je ne pouvais pas faire d'instrument avant, puisque j'avais de l'asthme. Alors je préfère une rencontre vraiment avec la sonorité. Alors justement, vous dites vous-même que vous avez appris votre métier à travers votre dossier. Vous dites que vous avez appris votre métier au sein des orchestres de Paris et de Bordeaux. Quels souvenirs vous gardez de ce parcours-là, de ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que ces écoles vous ont apporté ? La rigueur, et puis l'enthousiasme. J'ai vraiment un sentiment de gratitude pour ces grandes institutions que j'admire et avec qui j'ai partagé énormément de concerts, de souvenirs avec le public, salle Pleyel, ensuite à la Philharmonie et à Bordeaux, où j'étais aussi... on était dans un écrin, toute salle est un écrin acoustique incroyable. Et à Bordeaux, il y a le théâtre magnifique, le Grand Théâtre. Et vous optez pour une musique dite élitiste. C'est comme ça qu'on présente un peu la musique classique. Elle appartient à une certaine élite. Vous êtes de cet avis ? Je suis d'un avis
un peu opposé en fait, puisque depuis 30 ans que je fais ce métier, on passe une partie de notre temps à faire ce qu'on appelle des actions culturelles et créer Pour des démocratiser cette musique. Oui, sensibiliser les enfants, les La faire adolescents, la faire aimer, parler des œuvres, parler des compositeurs, créer des ponts justement avec les collèges, les enseignants, puisque c'est aussi grâce aux enseignants qui sont sensibles à la musique et à ce que nous faisons que nous pouvons créer une petite bulle qui sort un peu de leur quotidien, où ce sont les études plutôt classiques. On va vous retrouver maintenant sur une scène particulière. Et là, vous dites vous-même que ça a été un moment important pour vous de jouer à ses côtés parce que c'est une grande star argentine, grande pianiste, et qui vous accompagne au piano sur justement les pièces de fantaisie, c'est comme ça que je pourrais le traduire, de Schumann. Martha Argerich. Vous la présentez, ou le monde la présente comme une méga star. Qu'est-ce que vous avez éprouvé à jouer à ses côtés? J'ai encore beaucoup d'émotions à en parler maintenant, parce que c'est un être vraiment exceptionnel. Ah. Déjà, sans qu'elle soit au piano, elle est magnétique. Les gens veulent être autour d'elle, il y a quelque chose de fascinant. On n'a pas envie de l'embêter, mais on n'a pas envie d'être loin. Ouais. Et c'est un petit peu pareil quand on joue ensemble. D'où votre position. Oui, il y a des choses qui s'opposent, des choses qui se rassemblent. Il y a vraiment une magie qui se crée dans les rencontres temporelles. Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu mystérieux de dire ça comme ça, mais... Et dans sa particularité aussi, elle a su révolutionner le répertoire moderne et romantique. Oui. Deux genres musicaux qui vous touchent aussi particulièrement. C'est grâce à la virtuosité qu'on a sur l'instrument qu'on peut se permettre d'aborder d'autres sortes de répertoires, en fait. Et sur votre parcours, à 30 ans, il y a un homme, Pierre Boulez, que vous rencontrez, et vous intégrez un ensemble, l'ensemble contemporain. Oui. L'ensemble intercontemporain, c'est une des grandes aventures de ma vie. J'y suis toujours actuellement, et j'ai des amis, des collègues incroyables, et nous continuons cette aventure vers la création, vers Quelle est la moyenne d'âge de l'ensemble? Je dirais 35-40. Et vous, ça a 30 ans que vous arrivez là? Oui, non, j'y suis, à 30 ans, j'y rentre.
Et j'hésitais, hein, parce que c'est un peu effrayant. Déjà, le concours pour rentrer est vraiment difficile. Et d'ailleurs, j'attends un nouveau collègue, là, Ouais. puisque nous partageons... c'est un ensemble de 31 musiciens, vraiment. Et vous entrez Donc, là, nous sommes tous et solistes. vous êtes soliste. Voilà, exactement. Et Pierre Boulez, je l'avais rencontré à l'Orchestre de Paris, et j'étais vraiment impressionné. En même temps par la sobriété du personnage, et en même temps par tout ce qu'il fait germer dans les musiciens, en fait. Il nous laisse toujours la parole quand on joue. Et c'est vraiment l'image inverse que j'avais. J'avais un a priori. Ouais. Et finalement, c'est ce qui s'est passé dans l'ensemble intercontemporain. Cette liberté. Oui, nous sommes complètement libres. Un peu comme chez les jazzmen? Non. Oui, il y a une sorte de fantaisie, de rêve qu'on peut se permettre, en effet. Ce rêve que vous vous êtes permis, c'était lors de l'hommage que vous lui rendiez. Et là, vous étiez en compagnie de personnes dont on va parler, parce que vous êtes enseignant aussi. On parlera de tout cela. On va vous retrouver à cet hommage à Pierre Boulez à travers, justement, cette vidéo. Là, vous êtes en compagnie des élèves de l'Orchestre de Paris et des élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Message esquisse, c'est le titre que vous proposez à travers cette prestation-là. C'est à croire que vous avez parlé tout à l'heure de sensibiliser les jeunes et entendre ces jeunes-là. C'est à croire que l'avenir de la musique classique est assuré en France et en Europe. Oh oui, oui, Ouais. vraiment. Nous avons la chance d'avoir des élèves extraordinaires qui donnent tout pour se perfectionner et pour partager des scènes avec nous, et notamment un répertoire qui est vraiment différent, qu'ils ne connaissent pas forcément, mais dont ils ont entendu parler. Et là, clairement, c'est une énergie rock. On peut dire que... D'où vous vient cette envie de transmettre? Parce que vous êtes enseignant, assistant au Conservatoire supérieur de Paris. D'où vous vient cette envie de transmettre? Et c'est ce qui anime tous les musiciens de votre niveau? Oui, c'est vrai. Je crois que c'était depuis l'âge tout petit déjà. C'est en travaillant pour moi-même qu'on se rend compte qu'on est capable de s'auto-guider, de se dire c'est comme ça qu'il faut faire. Et je me suis vu montrer l'exemple sur certaines choses, conseiller, guider avec l'instrument ou avec les mots pour vraiment ajuster les trajectoires des étudiants quand ils en ont besoin. Vous donnez des masterclass à travers le monde, notamment au Japon. Et depuis quelques années, on sent que les Asiatiques ont un regain, un amour, une passion pour les instruments de la musique classique et même pour la musique classique même. Comment vous l'expliquez? En effet, il m'est arrivé d'être surpris par l'investissement de tous ces jeunes étudiants asiatiques, coréens, chinois ou japonais. Et je pense qu'il y a un esprit de compétition qui les anime un peu plus que chez nous. Et ils ont une perfection technique, parfois à l'âge de 12 ans, chose que moi-même je n'avais pas. Et ça fait vraiment plaisir, parce que nous, du coup, on apporte un petit peu la sensibilité, le cadre et l'émotion, on les conseille, et en fait, ils n'attendent que ça, puisqu'ils ont déjà construit l'architecture du morceau. C'est donner justement à ce morceau l'émotion et les réflexes qui l'accompagnent. Voilà. On va vous retrouver là,
en préparant cette émission, c'est une partie qui m'a fasciné. C'est sur Wood and Bone. Alors, je laisse les téléspectateurs découvrir et ensuite on va parler de votre technique. Racontez-nous, ça doit être impressionnant. Tout seul comme ça avec votre violoncelle, devant une salle archi-comble, c'est une technique qui vous appartient? Ou c'est une technique que vous partagez avec d'autres joueurs de violoncelle tels que vous? Ah, on est enfermé avec le compositeur, comme dans une grotte. Et on est en immersion et on travaille un matériau, une idée. Et cette idée de... Voilà, Wood and Bone, c'est un décharnement. Oui. Voilà. Et on a le squelette et les choses intérieures se bougent comme ça et se fracassent. Et il y a une notion rythmique qui évolue du début jusqu'à la fin. Et je rigole parce que ça me fait drôle de voir de l'extérieur. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une sensation d'énergie qui sort complètement de l'instrument et du musicien. Et alors après, comme nous créons ce matériau, nous voulons vraiment que d'autres musiciens s'emparent de ces pièces. Ah. Mais cette façon de jouer, à taper avec votre archet sur le violoncelle, c'est une technique qui vous appartient? Ou c'est la création qui... C'est une technique ancienne qui vient du compositeur Béla Bartók depuis 1900, mais c'était plutôt utilisé dans l'orchestre, et ça s'appelle collegno, le petit bruit du bois sur la corde. Mais là, on a complètement exploré, on a rendu un geste singulier et très fort. C'est-à-dire un impact qui résonne complètement dans l'instrument alors qu'il n'y a pas de résonance. Avez-vous la possibilité, ou pouvez-vous nous expliquer la sensation que vous éprouvez quand vous jouez, quand vous passez ce moment-là avec votre instrument face à ce public? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Effectivement, oui, ça passe par le plaisir de tout décomposer et de rassembler en même temps. C'est-à-dire qu'on est dans une notion, je redis un peu la notion rythmique et la notion de perspective. Parce que si on le fait facilement, on joue tout moins et on va vite au but. Mais non, le public est là pour ressentir qu'est-ce qui passe au travers de chaque seconde, au travers de chaque pulsation. Et c'est cette énergie qui fait que cette musique ou une autre, qui peut paraître difficile, dissonante ou trop percutante, en fait, tout passe du moment que voilà, on est à ce niveau-là d'exigence avec soi-même. Et puis vous parlez de niveau d'exigence, on va vous voir, là c'était sur une scène en Russie.
où vous confrontez votre violoncelle à une contrebasse, celle de Nicolas Cross. On vous regarde. C'est très physique. Étincelant, physique, puissante. Très puissant. Ouais. C'est quoi? Là, c'est quoi? C'est pas un duo, là, c'est une confrontation. C'est un choc, oui. Un choc entre deux montagnes. Ouais. Et puis il y aura la version avec ensemble intercontemporain au mois de mai à la Philharmonie. Au mois de mai. De Bernard Tegonder. Ouais. Et l'autre pièce de Wooden Bones, c'est de Jérôme Combier. Voilà, c'est bien de préciser tout cela. On va maintenant s'intéresser à un trio avec lequel vous avez produit quelques albums. C'est le trio Talwijk. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce trio et comment vous intégrez ce trio en 2014? Sébastien Surel est un ami de longue date, un compagnon d'armes fidèle, et nous avons vraiment joué sur beaucoup de scènes ensemble à travers différents projets. Le sien, qui s'appelait La Chambre d'Amis, qui était très convivial. Et ça semblait naturel que j'intègre son trio quand le violoncelliste précédent est parti. Et ils ont déjà fait des albums. Et Romain Descharmes nous a suivis après le départ de Julien Achtenbach qui se consacrait à une carrière de soliste. Et nous avons créé avec l'album, nous avons collaboré avec le label Nomade sur 2 disques. Brahms et Schubert. Oui, Ravel aussi, avec des commandes à Thomas Gubitsch, Turina, le compositeur espagnol, qui n'est pas une commande, et ensuite Schubert, là, qui est vraiment l'album dont nous avons célébré la sortie avec la plateforme Recital le 25 janvier. Le 25 janvier. Et puis, comment le public l'a accueilli? Les critiques sont très très bonnes. Sont très très bonnes. Ça donne envie de produire encore d'autres. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Il y a un autre volet, puisqu'il y a un deuxième trio. Nous allons le coupler avec d'autres leaders. Nous sommes en recherche de ce programme. Et... C'est avec le trio que nous avons commencé. Nous allons achever notre émission avec un extrait de votre prestation.
Voilà, pour découvrir ce trio, il y a déjà Brahms, il y a Schubert, le trio Thalweg, et puis on pourra vous applaudir quelque part, de façon virtuelle, digitale. Oui, au festival du Gavaudan, Oui. au mois de mai, Au mois de mai. ainsi que le festival de Moisson, en Belgique, au mois de juillet, et à Cannes, le 18 septembre. Dis donc, on va croiser les doigts pour que cela puisse se faire en présentiel. Alors, pour finir véritablement, à quel moment de votre carrière vous avez éprouvé le besoin de mêler cet instrument à des sonorités dites modernes, dites underground, parce que vous l'avez aussi fait? Je crois que quand je suis arrivé en France, mon papa il m'a mis à côté des enceintes et il écoutait du free jazz tout le temps. Ouais. Je crois que c'est resté dedans. C'est resté dedans. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de faire participer votre instrument et votre talent à toutes sortes de musiques. Toutes sortes de musiques, toutes sortes de projets, avec mes amis proches, Sébastien Lançon, avec qui je collabore. Nous avons fait un petit film pour aider un restaurant, par exemple, qui s'appelle Au Vieux Comptoir. Voilà, il faut toujours se réinventer les projets, adapter à la situation difficile, mais tout est faisable. Éric Maria Couturier, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci pour votre humilité, merci pour ce partage. Car comme je vous le disais, à chaque fois que je rencontre un musicien tel que vous, je m'enrichis culturellement. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Michel Tran. À ses côtés, il y avait Carole Martinazoli, que nous avons retrouvée avec beaucoup de plaisir pour le son, et Alexandra Kounou, qui nous a aidé à sa préparation, ainsi que Charles Serrito. Bonsoir et à lundi.